Amis cyclistes, amis amateurs de vélo, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue dans ce 6e numéro de Parlons Vélo. Chaque podcast nous donne l'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui font vivre le vélo à leur manière et qui ont des choses à nous raconter sur le cyclisme, leur métier et l'actualité. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Delcourt. Ce dernier est un homme qui mène une double vie. Tantôt directeur de groupe d'agence à la Banque Populaire, tantôt manager de la FDJ Nouvelle-Aquitaine. Comment expliquer un tel parcours personnel et professionnel qui frappe forcément par son côté atypique ? Comment peut-on concilier ces deux vies ? Comment se rejoignent le monde du sport et celui de l'entreprise ? Il me semblait intéressant d'interroger le sportif amateur, le manager d'équipe féminine et d'agence, et finalement l'entrepreneur. Si ce podcast vous a plu, à la fin de votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à le partager autour de vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphane, merci d'avoir bien voulu répondre à ce podcast. Tout d'abord, on va juste se poser la question de savoir qui tu es, savoir d'où tu viens, puis ensuite on va aborder les particularités de ton métier. Donc est-ce que tu peux rapidement, brièvement te présenter et nous dire d'où tu viens et quel est ton environnement actuel ? Alors Stéphane Delcourt, je suis manager de l'équipe cycliste FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et équipe féminine qui est une équipe World Tour depuis ce début de saison, et que l'équipe elle existe depuis maintenant 15 ans, depuis 2006, et moi je l'ai rejoint en 2008 et je suis le manager depuis 2014 de l'équipe. Voilà. Si on repart au tout début pour savoir un petit peu comment toi tu t'es intéressé au cyclisme, est-ce que tu peux nous dire à partir de quand justement tu t'es intéressé à ce sport-là ? Déjà je suis né en 1985, donc il y a 34 ans. Et j'ai dû commencer ma première licence en 1990, grand-père cycliste, père cycliste, frère cycliste. Donc voilà, naturellement famille 100% vélo. Donc j'ai commencé en école de vélo et j'ai fait toutes les catégories où j'ai été donc de pré-licencié jusqu'à première catégorie. Et donc j'ai toujours été dans cet environnement-là, toujours aussi très intéressé par tout ce qu'il y avait autour du vélo, et j'allais voir tous les ans, moi, une étape du Tour de France, Paris-Nice, toutes les courses qui passaient un peu dans la région. J'allais tout le temps. Et c'est vrai qu'en 2008, j'ai rejoint le staff de l'équipe à l'époque Vienne Futuroscope, car l'équipe a été créée par mon beau-père en 2006. Et c'est tout simple, hein, il avait besoin j'étais encore première catégorie de mémoire, mais je finissais mes études et il avait besoin de quelqu'un qui ait le diplôme d'expert comptable pour signer le bilan de l'équipe. Et voilà comment je suis rentré un peu dans le staff. Et puis après, de fil en aiguille, avec la passion, j'ai continué, j'ai élargi mon rôle pour aujourd'hui être le manager de l'équipe. Tes parents et grands-parents, ils étaient licenciés ? Bon, alors surtout ils ont été coureurs, mais c'est surtout des organisateurs. Moi, j'ai toujours connu mon père organiser plusieurs courses par an, mon grand-père aussi, donc des bénévoles vraiment impliqués au niveau de leur club, mais aussi de leur comité. Et mon père a été speaker, mon grand-père a été commissaire aussi, donc vraiment un environnement cycliste, mais pas que, aussi dans le côté off et côté organisationnel, où j'ai très vite été baigné dans tout ce qui est bénévolat et l'amour de faire du vélo un sport différent et vraiment impliqué dans toutes les organisations qu'il y avait autour. Et finalement, avec justement cet environnement familial, le vélo, tu t'y es mis de toi-même ou quelque part on te l'a entre guillemets un peu imposé ? Ouais, pas du tout imposé, mais quand vous allez voir, j'allais voir mon grand frère courir, il a 5 ans de plus que moi, donc vous allez aux rencontres d'école de vélo où c'est vraiment un jeu, hein. Vous avez envie aussi de jouer. Quand vous allez, moi j'ai pas connu mon père courir parce qu'il a dû arrêter, de courir quand mon frère a dû commencer le vélo en école de vélo. Donc, mais j'allais voir tout le temps mon frère, j'allais voir mon cousin courir aussi, parce que je parle de la famille directe, mais mes cousins, mes oncles ont fait du vélo aussi, donc j'avais tout le temps été baigné là-dedans. J'ai l'impression que du moment où j'ai enlevé mes petites roulettes, le dimanche d'après, je prenais ma première licence. Hein. Je faisais ma première compétition. Donc c'était naturel, mais après mon père m'a toujours forcé jusqu'à que je parte en sport-études à 15 ans à faire un autre sport à côté. Donc j'ai découvert d'autres sports, mais j'ai tout le temps fait d'autres sports à côté pour éviter peut-être de tomber dans le piège que je connaisse que ce sport-là et que je m'épanouisse pas dans d'autres sports que j'aurais peut-être plus aimé.
Et au final, c'est toujours le vélo où je suis resté, alors que j'ai changé d'autres sports à côté. Et au vélo, je suis toujours resté fidèle et je pratique encore le vélo actuellement. À aucun moment, tu n'as pensé à devenir professionnel? Non, même quand je suis monté en première catégorie, hein, après ma génération, moi j'ai un tour d'origine. Et c'est vrai que j'ai toujours vu des coureurs beaucoup plus forts que moi et beaucoup plus doués. Même si j'ai été 5 ans en première catégorie, j'étais en DN1, j'avais conscience de mes capacités. Je pouvais être un bon coureur, mais je n'étais pas un excellent coureur. Et je savais que si je n'étais pas un excellent coureur déjà chez les amateurs, on peut pas devenir professionnel. Et je suis un passionné à 200% et je respecte tous ceux qui se donnent les moyens de passer pro. Mais moi, je savais que vraiment que physiquement, j'étais un bon coureur, mais pas plus. Dans les courses élites, je subissais. Alors j'arrivais à faire quelques places, on va dire, sur des courses très dures qui jouent au mental ou des choses comme ça. Mais dès que c'était à la pédale, j'étais toujours un second couteau qui finissait soit dans le compte, soit dans le paquet, mais pas mieux. Donc j'ai toujours eu conscience que je pouvais pas faire plus, même si j'ai toujours rêvé, quand j'étais petit, d'être pro et de faire le Tour de France. Dès que je suis arrivé après junior, je me rappelle de mon championnat régional, gagné par Jonathan Hiver devant Pierre Roland, où 2 tiers de la course je suis devant avec eux, mais le dernier tiers là où ça se fait, je suis moins fort. Et voilà, les 2 autres ont fait carrière et moi je n'avais pas les capacités physiques pour faire carrière, clairement. À quel moment tu as pris conscience de cette différence et en fait en parallèle, quelles études tu as faites? Tu parlais d'expertise comptable, donc j'imagine que ça doit être lié à ça. Déjà dès la sortie de 3e, je suis parti en sport-études. Donc là, je pouvais encore dès la seconde générale. Là, à cet âge-là, on espère encore un jour percer, jusqu'en junior, faire quelque chose. Moi, je vois que je suis un bon junior, mais je suis pas un excellent junior. Et je suis en pré-première S, terminale S, et j'ai conscience de mes limites. Mais je me donne toujours les moyens. En étant en sport-études, j'arrive quand même à m'entraîner correctement. Donc je n'ai même pas d'excuses d'entraînement. Et après, donc j'arrive à l'UT. Je fais un UT de gestion et de finance, puis après un master de finance. Je continue à être en première catégorie, j'arrive à à m'aménager des horaires un peu tout seul. Je n'ai pas un volume d'entraînement comme ceux qui sont en DN1 qui font que ça, mais j'ai quand même un volume d'entraînement où j'arrive quand même à beaucoup rouler. Et je vois que c'est pas le fait de rouler plus qui me fera être meilleur, mais juste que je suis à mes limites, donc que je privilégie évidemment mes études parce que je sais que le milieu amateur, c'est vrai que des mois, quand on est étudiant, qu'on arrive à faire des primes, qu'on a un petit fixe dans les DN1 et qu'on a 400-500 euros par mois, c'est bien, mais c'est pas avec ça que je vais vivre. Et mon père a cette lucidité, même foot vélo, sur une année où j'aurais peut-être hésité entre Master 1 et Master 2 sur une année que ça, de me dire, mais tu peux continuer à rouler, mais d'arrêter, ça peut être dangereux, parce que est-ce que ça arrivera à te remettre pour ta dernière année de scolaire, te remettre dedans et tout. Et j'ai eu cette lucidité à ce moment-là, bien aidé par les conseils de mon père, de ne pas arrêter pour faire que ça. Parce qu'au final, ça aurait été une année perdue peut-être. Et j'aurais pas spécialement été meilleur au vélo. Donc j'ai toujours continué ça. J'ai eu un master 2 de finance. Et puis j'ai été embauché direct en expertise comptable. Après j'ai basculé sur la banque. Donc ça fait 10 ans que je travaille à la banque en même temps que je suis manager de l'équipe. J'exerce cette double profession. Et je le regrette pas. Et j'ai connu de très belles années en DN1. Avec des super coéquipiers qui sont devenus des copains et même des coureurs qui sont chez les pros, mais j'ai vite quand même eu conscience qu'il fallait pas rêver, qu'il fallait ouvrir les yeux et je pouvais pas espérer en faire mon métier. Tu évoquais tout à l'heure justement ton beau-père. Est-ce que le point d'entrée dans le cyclisme féminin, parce que finalement on n'en a pas encore parlé, c'est justement la rencontre avec celle qui va devenir ta femme, Emmanuelle Merlot, ou est-ce que tu t'y intéressais avant? Non, je vais être sincère, je m'y intéressais pas plus que ça. Alors en sport-études, on avait aussi des filles qui étaient avec nous. J'avais pas d'intérêt particulier. Alors après, j'étais pas contre non plus, mais je voyais pas. C'est vrai que maintenant, c'est pas le même recul, mais je voyais pas à quel point l'égalité des chances n'était pas la même pour tout le monde et que les femmes avaient le droit de faire du cyclisme. J'avais conscience de ça, qu'il y avait des courses à part et tout, mais j'avais pas conscience de vraiment des différences, et surtout dans ces années-là, les différences qu'il y avait. C'est sûr que j'ai rencontré ma femme en 2007, et très vite, c'est sûr que là, j'ai vu tous les efforts qu'elle faisait, et qu'au final, elle était plus sérieuse que les coureurs, et qu'elle faisait pas pour la même chose que nous. C'est qu'il y avait ni gloire, ni argent. C'était vraiment par passion pure, même si elle était dans les meilleures françaises, qui a parcouru le monde entier pour les courses, pour les Coupes du Monde. C'était vraiment un autre sport. Et en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est, j'ai rejoint l'équipe, mais j'ai rejoint du cyclisme masculin ou féminin, c'était pareil à l'époque. J'ai rejoint une organisation
une équipe qui voulait se développer, beaucoup de rigueur, un modèle entrepreneurial très très poussé, parce que mon beau-père était chef d'entreprise d'une entreprise de 60 salariés, et donc il avait reproduit dans la gestion et dans la création de son équipe tout le modèle d'entreprise. Et après voilà, que ce soit du cyclisme féminin ou masculin, à l'époque ça ne m'aurait rien changé. J'ai eu cet investissement que j'avais envie d'avoir pour dire passer de l'autre côté. Je trouvais ça naturel, même si j'ai toujours couru à côté dans les premières années. Mais c'est vrai que c'est après que je me suis intéressé au cyclisme féminin. Mais au début, j'aurais pu aller dans n'importe quelle équipe. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ta progression au sein de cette équipe, parce que finalement, tu vas franchir plusieurs paliers. J'avais noté qu'en 2012, tu devenais trésorier et manager, tu devenais à partir de 2013. Est-ce que déjà c'est exact? Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je deviens trésorier en 2008 pour clôturer le bilan, où je dois venir que pour ça. Et après, en fait, c'est une question de rencontre. Je m'intéresse. Au début, je dois aller aux réunions, mais de façon facultative, donc j'y vais pas à tous. Et après, voilà, j'y vais de plus en plus. Je m'intéresse. Puis à un moment, je vois que l'équipe, le cyclisme féminin évolue pas. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ma femme est encore sur le vélo, donc je me mêle pas du tout des choix sportifs, et je suis très loin de tout ça. Mais je me dis, le vélo, on prend aussi le matériel prend une place plus importante. J'ai la chance de parler les 3 langues, et je me dis, à l'arrivée de Paul Brousse comme directeur sportif, qui est mon coéquipier, faut peut-être que j'aide aussi sur le matériel. Et là, c'est la première fois où on se rend à l'Eurobike. Ça doit être en 2010 peut-être. 2010 ou 2011, je sais plus. Et là, je commence à développer l'équipe et à chercher des sponsors. Clairement, mais je cherche d'abord des sponsors matériels. C'est la première année où on signe des beaux contrats. Et ça me plaît. Donc voilà, on va dire je passe trésorier et j'aide vraiment le sportif aux côtés du matériel. Et puis après 2012-2013, je commence aussi à trouver j'ai plus d'impact aussi au niveau de mon réseau économique local. Je commence à aider à trouver des entreprises partenaires, parce qu'on a cette caractéristique depuis 2006 où, contrairement à beaucoup d'équipes de vélo, nous on a très vite créé un club d'entreprise, comme un club de foot ou un club de basket, avec des rencontres, avec tout ça, des événements qu'on crée sur mesure pour eux. Et j'en trouve quelques-uns. Et en 2013, ma femme décide d'arrêter le cyclisme. Donc fin 2013, elle arrête, et c'est là où j'ai envie de m'investir plus, et je deviens plus légitime, parce que à la fois je connais les finances de l'équipe, je me suis occupé du matériel qui à l'époque ça représente pratiquement 30% de notre budget, et j'aime le développer, et j'ai envie de parler un peu plus du sportif, parce que moi j'ai envie d'arrêter clairement d'être coureur. En 2014 j'arrête. Oui, 2014 j'arrête. Donc ça devient naturellement que j'ai envie de puis mon beau-père à la fin d'un cycle il me dit c'est peut-être à toi de prendre la suite, et progressivement je passe le manager de cette équipe pour maintenant avoir les rênes et la diriger. Donc ça s'est fait vraiment naturellement, mais c'est vrai que on va dire l'impact c'est vraiment l'arrêt de ma femme en 2013 en tant que cycliste, où là à mes côtés puisqu'elle est toujours à mes côtés pour prendre les décisions, je change de casquette. Comment toi tu décrirais aujourd'hui, si tu devais faire une fiche de poste, comment tu décrirais tes missions aujourd'hui? Parce que j'imagine que le Stéphane Delcourt en 2013 versus Stéphane Delcourt en 2019-2020 maintenant, c'est pas exactement la même personne, c'est pas exactement le même poste. J'imagine qu'il y a eu des évolutions. Ouais, c'est pas le même poste, c'est pas le même volume d'horaire, c'est pas le même niveau de responsabilité. Après, il y a plein de critères qui ont fait que, je sais pas, en 2013, quand je prends l'équipe, on doit 350 000 de budget, et on crée notre premier, on a un salarié et demi en contrat de travail, quand en 2020, on est à 1,5 million de budget avec 20 salariés. Donc, un fiche de paye et toutes les contraintes qui vont derrière. Mais ça s'est fait très progressivement. Tout ça, on a appris un peu, on arrivait en 2006 sur un sport qui était pas mûr et qui a mis très longtemps à se développer. Donc on avait, comme j'ai tendance à le dire, j'ai l'impression qu'on avait 10 ans d'avance. Le début du développement du cyclisme féminin, pour nous, c'est 2014. L'arrivée des championnats de France chez nous, Futuroscope, où là, il y a une négo qui se fait, où c'est la première fois que je suis présent à une réunion comme ça. Il se fait entre les collectivités, représentées par Ségolène Royal, le Futuroscope et David Laparquin. Et là, je commence à un peu comprendre les rouages de toute notre organisation et tous les enjeux. Et cette agilité, c'est qu'à l'époque, la FFC a pas de championnat de France. Donc, elle est obligée de le brader et elle en a besoin. Donc, nous, l'équipe fait juste le lien entre les collectivités qui sont nos sponsors et la Fédé. Et là, Ségolène Royal négocie pour le droit de la femme que le championnat de France, au détriment des amateurs, on échange les horaires. Les amateurs passent le matin et les femmes passent l'après-midi. Et avec une négo, c'est que France TV
retransmettre en direct au moins 1 heure de course. Et là, c'est le changement. C'est le changement vraiment de l'équipe qui s'est fait après étape par étape, mais qui a fait aussi un gros volume d'heures pour moi. Parce qu'on est passé, on va dire, vulgairement d'une asso d'un club à une start-up, à une PME. Et c'est mon rôle est devenu de responsable d'une asso à développeur d'une start-up à maintenant en chef d'entreprise avec plus de 20 salariés et tous les enjeux et les contraintes qu'on peut avoir sur une PME française. Voilà si je décrirais un peu l'évolution de mon poste. Et quelles sont les principales missions? Alors on en a parlé, démarcher les partenaires, mais est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que par exemple tu vas sur les courses? Jusqu'où s'arrête en fait ton activité au sein de cette équipe? Ouais, je touche quasiment à tous les domaines. Le domaine principal, c'est vraiment administratif, c'est-à-dire de veiller à tout le juridique avec notre expert comptable et nos avocats dans tous les pays, parce qu'on a des avocats dans chaque pays où on a la nationalité de cycliste. Là, il y a un vrai rôle administratif de relations en permanence au niveau de la légalité, que ce soit sur nos comptes, mais aussi sur la partie juridique. Et l'autre partie, on va dire en termes de budget, c'est d'aller chercher des sponsors, de veiller à tout ce que se passe bien, d'activer nos sponsoring. Et là, on a une grosse partie matérielle et on a la chance d'avoir des sponsors très fidèles. Aujourd'hui, on a plus de 90 sponsors. Je pense qu'on est vraiment c'est plus que rare d'avoir autant de sponsors dans une équipe de vélo et on pense passer même les 100 à la fin de l'année 2020. Et après, le côté sportif, aujourd'hui, j'y suis de plus en plus présent. C'est moins le cas avant parce que les enjeux sportifs ont des conséquences sur le reste. Donc, je dois vraiment veiller et d'aider nos 2 directeurs sportifs à ce que le sportif se passe bien. Et aussi, j'ai une casquette qui est peut-être rare, mais c'est moi qui m'occupe à 100% du recrutement. Parce que dans la gestion des contrats avec les étrangères, c'est toujours moi qui m'en suis occupé. Et maintenant, les enjeux de recrutement, si on n'a pas la bonne équipe, on peut pas être performant et de veiller, que ce soit au terme de renouvellement de contrat, mais aussi derrière d'arriver de nouveaux talents comme on a pu le faire cette année. C'est une mission indispensable et que je peux plus laisser aux directeurs sportifs parce qu'ils ont quand même d'autres missions qui sont plus dans leur cœur de métier qu'il y a 5 ans. Les directeurs sportifs participaient vraiment au recrutement. Aujourd'hui, ils sont en relation étroite avec moi. Avant de recruter quelqu'un, de prendre contact avec eux, avec une des cyclistes, je leur demande toujours leur avis. Mais derrière, c'est moi qui va du prise de contact avec l'agent ou la cycliste selon les cas, jusqu'à la finalisation du contrat. Je fais tout de A à Z au niveau du recrutement. Et ça, c'est devenu vraiment une activité saisonnière, mais qui est de plus en plus longue, parce que les premières bases, c'est souvent aux Ardennaises, et ça se finalise pour les dernières jusqu'en mois de septembre. Donc voilà, c'est une partie du sportif que j'avais pas avant, aujourd'hui, qui prend une grande part de temps, mais qui a des conséquences tellement importantes sur tous les autres domaines que j'ai besoin de le faire à 100% et d'être très appliqué sur cette tâche. J'ai une autre question qui fera le lien avec ça, mais je profite que tu en parles. Sur le recrutement, comment on recrute justement des coureuses aujourd'hui par rapport aux coureurs? Est-ce qu'il y a des agents par exemple? Oui, alors il y a de plus en plus d'agents et moi je suis hyper favorable aux agents. Quand c'est des bons agents, on en a quasi quand même en France de très bons agents, mais à l'étranger aussi, parce que les agents permettent de réguler le marché, permettent aussi d'éviter des fois les conseillers qui sont les papas, les mamans, les petits amis, choses comme ça, qui sont pas du tout objectifs, clairement. Alors, aussi bien sur les prix que sur la façon dont ils vendent un produit. Et là, on parle de l'humain et ils sont complètement déconnectés. Donc moi, c'est vrai que depuis qu'il y a des agents dans le cyclisme féminin, je trouve que ça fait un bien fou. Et vous avez aussi des agents qui sont assez intelligents, je vais dire plutôt, pour aider le cyclisme féminin et quasi prendre 0 rémunération dessus, parce que les salaires restent encore faibles, et qui nous font du bien. Je pense à un Philippe Rimbaud, par exemple, qui a été un des premiers à avoir des filles dans son portefeuille je sais pas si on pourrait dire portefeuille, mais dans son groupe de cyclistes, et qu'il le fait quasi pour rien par rapport à des garçons, parce qu'il veut aussi lui aider le cyclisme féminin à se développer. Donc ce genre de personnes aussi nous permet, nous, aux équipes, où on est un peu novices dans les négos comme ça, et dans la gestion des contrats, des droits d'image, tout ça, de nous pousser vers le haut. Et moi, la première fois qu'on a eu des agents, c'est clairement là où je me suis dit, faut qu'on se remette en question. Il y a plein de domaines où on doit être meilleur. Donc voilà un peu comment je qualifierais cette période-là, et que les agents étrangers qui arrivent sont des agents aguerris,
qui ont aussi bien des championnes que des champions. Donc ça se passe très très bien. Et dans toutes les missions dont tu as parlé, toi, personnellement, hein, c'est qu'est-ce qui t'attire le plus et qu'est-ce qui est finalement le plus ingrat? On va dire c'est quasi la même. Le recrutement est quasi, c'est ce qui est le mieux parce que si je recrute quelqu'un, ça se sent bien dans l'équipe et qu'elle gagne derrière, ça va être le sentiment où on va avoir les meilleures émotions. Si je prends l'exemple de Jadviel, Jadviel, on est en contact depuis très très tôt avec elle, même avant qu'elle soit majeure. Les contacts se passent bien, mais au fil, on voit que Sunweb essaye de reprendre la main et même garde le leadership sur elle. Et après, l'humain fait qu'on arrive à changer parce qu'ils n'ont pas la même méthode que nous. C'est-à-dire, eux, c'est les résultats avant tout, mais sur une saison junior 2 où il avait plus de mal, des problèmes de santé, ils n'ont pas été chercher à savoir pourquoi et comment. Et ils n'ont pas mis d'humain dans le recrutement. C'est si tu gagnes tant, tu viendras chez nous. Si tu gagnes pas ça, tu n'auras pas. Et nous, voilà, moi, je ne le fais pas de cette façon et j'attache beaucoup d'importance à l'humain et au feeling que je ressens avec l'athlète. Et très vite, je me suis senti que Jade, elle avait tout pour s'épanouir chez nous. Donc on a bossé, où j'ai eu un de ses parents, son entraîneur au téléphone pour établir un vrai plan de carrière. Elle a recruté très jeune, comme avec Marie Lenette. Et quand on voit l'exemple de ces deux jeunes filles qui sont en 2000, qui nous ont fait chemin de France, qui ont fait vibrer aussi aux Français devant leur télé, là, on va dire le recrutement et la mise en pratique derrière avec les victoires, des émotions qui remplacent toutes les heures que j'ai pu passer pour n'importe quelle tâche de l'équipe. Et à contrario, peut-être le plus dur, mais qui fait partie de mon métier, c'est quand on doit dire à une fille en fin d'année qu'on la conserve pas. Surtout quand on l'apprécie. On voudrait des fois avoir des effectifs plus gros. Hein. Moi, clairement, 13 cyclistes, c'est pas assez pour le calendrier qu'on a, mais j'ai pas les moyens. Et je peux pas promettre derrière un plan de carrière raisonnable pour certaines, et on n'a pas pu les garder. Mais je m'y suis attaché à certaines. C'est pas facile de leur dire les choses, et c'est peut-être les moments les plus durs, clairement. Mais vraiment, en parlant, c'est vrai que je repense à d'autres moments. Le moment le plus dur, clairement, c'est sur les chutes et sur les blessures à gérer. Quand vous devez appeler les proches, que ce soit les familles, des blessés, et de gérer toute cette partie-là. Donc voilà, on a eu Emilia Faline qui a été blessée très longtemps l'année dernière, où clairement, à un moment, elle avait le droit de reprendre, mais je sentais qu'il fallait pas qu'elle reprenne. De dire à une athlète, on va te laisser en arrêt de travail, parce que les conséquences de reprendre trop tôt, surtout elle était quand même blessée au cerveau, je veux pas prendre de risques pour toi. Et quand votre athlète elle dit mais moi je suis prête, je veux recommencer et tout, voilà, c'est vraiment pas facile à gérer. Avec le recul, c'est plus facile de se dire voilà, j'ai bien fait de la laisser en arrêt maladie, elle est revenue, on a pris le temps, ok, elle nous a loupé une grosse partie de la saison, c'était notre unique leader l'année dernière, et ça a eu des conséquences sur notre classement UCI, ça aurait pu avoir des conséquences sur notre licence World Tour, sur le renouvellement de mes sponsors, mais derrière je me sens bien d'avoir fait bien mon boulot, de me regarder dans la glace en me disant à reprendre une vie normale, et on l'espère, normalement il ne devrait pas y avoir de conséquences sur sa vie de femme. Et quand elle revient, au bout de 15 jours de course, ça fait 15 championnats du monde. Waouh! J'ai vu la difficulté du championnat du monde de l'année dernière. Je me dis qu'on a bien fait notre boulot. Donc voilà, c'est ces passages-là les plus difficiles. Ce sont à la fois de pas conserver des femmes avec qui on a vraiment une bonne affinité, mais qui, elles sont peut-être plus au niveau, elles rentrent plus dans le projet de l'équipe, et c'est pas simple. Et aussi, c'est des blessures. De trouver les mots pour remotiver des athlètes qui sont clairement isolés et qui peuvent plus pratiquer leur sport. Tu disais trouver les mots, donc c'est intéressant parce que tu es manager, et tu l'expliquais tout à l'heure, et je l'avais lu également dans une très bonne interview de Direct Vélo. Tu es manager de 4 agences de la Banque Populaire. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est ça. Voilà. Oui, c'est toujours le cas. Tu as cette expérience de manager d'entreprise et tu as cette expérience de manager de staff et de cyclistes professionnels féminines. Et quelles sont les grandes différences finalement? Qu'est-ce qui est le plus important pour manager une coureuse cycliste? Déjà, c'est l'humain. La gestion de l'humain fait qu'on manage des commerciaux, qu'on manage des cyclistes, qu'on manage peu importe, on va dire, la catégorie, c'est de s'intéresser à eux et d'essayer de trouver toujours un équilibre entre leur épanouissement personnel et l'épanouissement, on va dire, et les objectifs de l'entreprise. Quand on met cet équilibre en place et qu'on attache beaucoup à l'humain, là, on peut les pousser plus haut et au final, c'est vraiment l'entreprise qui gagne en crédibilité, qui gagne en bénéfice. Donc moi, il n'y a pas de différence là-dessus. C'est vrai que dans mes agences, sur mes 25 collaborateurs, j'ai un peu plus de femmes que d'hommes, donc j'ai l'habitude de travailler avec les femmes et j'apprécie.
la grosse différence avec les sportifs, c'est l'émotion. C'est-à-dire que dans votre boulot, on a très peu d'émotions. On réussit pas, mais ça change pas notre carrière, ça change très peu notre salaire non plus. Tu vois, un sportif, une victoire peut changer leur avenir. Une chute peut briser leurs rêves. Et c'est tout ce côté émotionnel où on passe de tout à rien dans le sport qui fait que c'est différent de manager des sportifs que de manager des salariés lambda d'une entreprise comme la mienne, une entreprise commerciale. C'est sûr que c'est plus dur à gérer des sportifs, parce que quand tout va bien, c'est facile. Mais quand tout va mal, il faut être encore plus à l'écoute, encore plus adroit dans la gestion de ses gestes, dans le choix de ses mots. Et c'est là où il y a vraiment beaucoup de différence. Sinon, le reste, moi, je manage mon staff de la même façon, avec c'est de faire le plus de rigueur et d'humanité possible, mais il y a très peu de différence. Et quel regard portent sur toi tes collègues ou tes collaborateurs justement d'agence? Quel regard ils portent sur cette activité que tu développes ces dernières années? On va dire, avant les 2 dernières années, je pense que quasi personne n'était au courant. Moi, j'en parle pas. Voilà, j'essaye vraiment de faire on-off dans ma tête. C'est-à-dire quand je sors de la banque, je redeviens manager parce que je travaille souvent le midi et le soir pour l'équipe et les week-ends. Et puis les week-ends, je pars quand même souvent en course. Et quand je suis à la banque, voilà, je me concentre là-dessus. Ce qui est différent, c'est vraiment l'impact des médias. Aujourd'hui, quand voit leur chef de la banque à la télé dans un autre domaine, ça les fait réagir. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une couverture maintenant médiatique, que ce soit internet, presse écrite ou télé importante. Et ils ouvrent le journal le matin et ils me voient sur un déplacement ou en interview. Donc c'est ça qui a changé un peu leur regard. Après, s'y intéressent pas plus que ça, même si localement on a un impact encore plus fort. Voilà, ils ont bien compris que j'avais une double vie pratiquement, on pourrait dire, et que j'essaye de faire vraiment la part des choses et j'essaie d'en parler le moins possible au boulot, clairement. Et pour autant, tu es nommé parmi les ambassadeurs des Jeux Olympiques dans ton entreprise, si j'ai bien vu. Ouais, mais alors ça, voilà, c'est évidemment c'est mon passé de sportif et de gestion d'équipe qui a fait que la banque me l'a proposé tout de suite et que c'est devenu naturel. Donc là, c'est vraiment sur cette mission-là où je vois que mes 2 métiers me servent, parce que quand on est au comité d'organisation des Jeux Olympiques, avec tous mes collègues des caisses d'épargne des banques populaires, parce que c'est le groupe qui a remporté l'appel d'offres, voilà, on est plusieurs anciens sportifs à être dedans. J'ai par exemple Vincent G, ancien champion olympique de biathlon, Johan Modek, champion d'Europe de trail, qui sont à mes côtés. Là, on est vraiment sur une passerelle entre les deux, où quand j'ai ce rôle-là, j'ai l'impression de prôner mes 2 métiers d'un coup, clairement. Mais c'est pas le contact au quotidien que j'ai avec mes collaborateurs que je manage, parce que cette partie-là, je représente mon établissement et j'essaie de chercher des activations pour mon établissement. Mais je signe aussi des partenariats que mes 10 départements signent. Et par exemple, j'étais il y a pas longtemps en train de signer un contrat avec le club de Poissy de triathlon. Et le manager, il me connaît plus lui comme le manager de l'équipe fille que banquier. Et alors qu'à la banque, je suis connu pour être banquier. Voilà, il y a quand même pas mal de passerelles. Et c'est vrai que cette mission que j'ai en plus de mon boulot fait que j'ai beaucoup de passerelles maintenant entre mes 2 métiers. Et ça reste beaucoup d'images, cette mission. Pour l'instant, c'est vrai que ça va s'accélérer après Tokyo, clairement. Je reviens un petit peu en arrière sur justement cette activité de banquier aujourd'hui. Tu es manager, mais tu es chef d'agence, c'est ça? Responsable d'agence. Je suis directeur de groupe, ça veut dire que je gère des directeurs d'agence, en gros. Donc c'est plus une activité, comment tu la qualifierais? C'est plus une activité commerciale finalement? Ouais, pur management, parce que le but, je dois veiller sur la santé et l'activation de la politique de la banque au travers de mes agences. Et dans chaque agence, je dois veiller à ce que chaque directeur ou chaque directrice d'agence passe les bons relais et qu'on est dans les normes de ce que veut la banque, tant en termes de business que de management. Donc mon rôle, c'est d'être manager de manager. Et c'est là où c'est encore plus intéressant. Donc j'ai vraiment un aspect, on va dire, j'ai assez de hauteur pour regarder ce que sont dans chaque agence, et après je peux me concentrer des fois sur certaines agences, mais j'ai aussi du commercial parce que j'interviens encore sur des rendez-vous clientèle, de moins en moins, et ça peut encore m'arriver de gérer des clients directs, de monter même des prêts immobiliers ou des choses comme ça. Donc là, on a quand même une activité qui est assez prenante.
tu as une activité de l'autre côté qui est aussi prenante. Alors on se demande comment toi justement tu arrives à tenir entre guillemets cette vie et arriver à maintenir un équilibre. Mais déjà, je pense qu'il faut pas calculer les heures, faut pas trop se poser de questions, et il faut avoir un équilibre familial et des liens très forts. J'ai de la chance que ma femme maintenant a repris l'entreprise familiale aussi, et qu'on est tous les deux dans le même état d'esprit avec ma femme, clairement d'être à la fois des entrepreneurs et d'avoir un bon équilibre familial, c'est-à-dire qu'elle me soutient à 100% dans mes deux activités, et moi je la soutiens à 100% aussi dans son développement d'entreprise qu'elle a entrepris depuis qu'elle a repris l'entreprise familiale. Ça, c'est hyper important, d'avoir toute la famille derrière nous et que tout le monde soit compréhensif et avec le même but. Après, faut pas trop se poser de questions. C'est-à-dire le matin, moi je pars à la banque, je sais que le midi je vais prendre des rendez-vous souvent téléphoniques pour l'équipe, que le soir je vais passer au service course, ou que je sais que mes congés, j'ai la chance d'avoir quand même une activité où on a quand même pas mal de congés, vont passer à 95% dans l'équipe. Voilà. Une fois qu'on arrive à s'organiser comme ça et qu'on dort pas beaucoup, qu'on arrive à pas dormir beaucoup, c'est vrai que mon corps s'est habitué à dormir très peu d'heures maintenant, et ça passe. Mais faut être tout le temps connecté, et ça laisse peu de place aux loisirs perso et à des moments de tranquillité, on va dire, qui des fois me manquent un peu. Mais faut toujours être connecté et arriver, alors pour moi, à faire mon cerveau on-off entre mes deux métiers. C'est-à-dire que quand je suis à la banque, je pense qu'à la banque, et quand je suis dans l'équipe, je pense qu'à l'équipe. Voilà. Une fois que j'arrive ça, pour l'instant, l'équilibre est pas mal. Je sais pas si j'y arriverai longtemps, clairement, parce que plus les années passent, plus évidemment les tâches au niveau de l'équipe sont importantes. On a une construction de service course qui va commencer normalement dans 1 mois, qui va être aussi une tâche supplémentaire parce qu'on veut vraiment créer un bâtiment innovant et attractif. Donc on se rajoute encore une tâche supplémentaire. Et voilà, sur l'année 2020, je pense qu'il y aura pas de problème. Et puis après, je saurais me remettre en question à un moment, soit en faisant des choix ou en recrutant les bonnes personnes pour et déléguer certaines tâches. Tu arrives aujourd'hui à te projeter justement sur un futur à moyen terme avec des solutions. Ouais, je m'interdis rien. Alors j'ai pris dans ma tête, voilà, j'ai pas fait de choix. Est-ce que j'arrête l'un ou l'autre, hein. Je me dis, est-ce que faudra que j'évolue sur un autre poste à la banque et ça me permettra d'être plus disponible, ou je me dis, est-ce que demain je vais pas être capable de recruter un manager sportif ou un directeur sportif qui prendra un peu plus de hauteur et il reprendra des tâches à moi. Voilà, toutes les solutions sont envisageables. Mais avant, déjà j'ai à cœur de faire une très belle saison 2020. On a signé avec FDJ pour 4 ans, donc je suis vraiment redevable d'FDJ de faire une belle saison et de construire une équipe sur 4 ans pour que à 1 an des Jeux Olympiques de Paris, on ait l'équipe la plus forte possible dans le cyclisme féminin, qui j'espère sera aussi le plus fort possible, et que derrière je leur redonne au travers des résultats, des émotions et des valeurs que l'équipe peut transpirer, tout l'investissement financier et humain qu'ils m'ont donné. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup ça fait partie des questions que je souhaitais poser, mais moi j'aime bien envie que tu nous racontes un petit peu cette histoire FDJ, la genèse en fait, à quel moment tu as pris contact avec l'entreprise et comment ça s'est fait? Alors, c'est un peu une coïncidence, on est au Cambridge Park, nous qui est notre partenaire de stage en 2016, et on y est avec à l'époque la Between FDJ U19, ça devait s'appeler comme ça à l'époque. Et je rencontre pour la première fois Nicolas Boisson, où là, clairement, je lui dois beaucoup. Parce que c'est une très belle rencontre, on s'entend très bien, très très vite. Et le soir après manger, on prend le café ensemble, et il me dit tu sais que la FDJ a une présidente femme, qu'elle a demandé à FDJ de regarder les projets de cyclisme féminin et tout. Je dis ouais, non, j'étais pas au courant. Et elle me dit moi, je peux donner l'adresse mail de quelqu'un. Et voilà, c'est une passe décisive, comme on peut appeler au foot. Mais là, c'est là que lance le premier contact. Cette nuit, pendant la nuit, j'ai créé un long mail en expliquant le projet et tout. Et ça découle d'un entretien téléphonique peut-être en mars 2016, où le premier entretien, il dit pourquoi nous, si on fait du féminin, pourquoi on ne créerait pas notre équipe? On a déjà notre équipe masculine, on a déjà nos salariés, on a le pouvoir, pourquoi on viendrait greffer une équipe? Donc là, ça part pas très bien pour nous, et moi j'essaye de vendre un peu le projet en disant mais ça serait quand même dommage de pas récompenser ceux qui ont été précurseurs, et que nous on se mettrait, on est capable de faire aussi des concessions et de s'adapter à vous et essayer avec nous. Et là on est pendant peut-être 2 mois, on s'appelle, mais ça prend pas. Et j'ai un de mes amis qui m'invite au lancement d'un magazine qui s'appelle le magazine Women Sport, où là j'y vais, et surtout parce que je sais que la présidente va être là, et je me dis c'est peut-être l'occasion
d'y aller, de la rencontrer. Donc j'y vais avec ma femme, on prend tous les deux notre journée et on va à la mairie de Paris. Et à la fin de cette cérémonie, on prend notre courage tous les deux à deux mains et on va se présenter. Et on lui explique voilà qu'on a un projet. Alors elle est vaguement au courant, mais on voit que elle a vu un mail le passer, mais qu'elle n'a pas été sollicitée plus que ça. Et nous, on y va avec tout notre cœur, comme elles me disent maintenant, t'as su être tenace ce jour-là. Où je dis, mais je veux pas lâcher. S'il y a quelque chose à faire le féminin, faites-le pas sans nous, clairement. Je dois récompenser tous les bénévoles qui sont à mes côtés, qui ont travaillé depuis 2006 dans cette équipe. Et là, c'est bingo. Et là, ça se fait très vite, par contre. Parce qu'en gros, on se met d'accord et 2 jours après, il faut faire l'annonce. Et on est pendant le Tour de France, pendant la course le Tour. Et on fait une annonce, même pour la petite anecdote, le jour même des Champs-Élysées, où moi, je suis pas là parce qu'on est à 2 mois de notre mariage. C'est mon enterrement de vie de garçon et c'est prévu évidemment 3 mois à l'avance. Et c'est ma femme qui gère la fin de la négo ce jour-là, alors qu'elle est en train de commenter la course by le Tour avec Thierry Adron et Laurent Jalabert sur les Champs-Élysées. Donc après, ça devient très vite. FDJ vient comme petit partenaire. Alors, il vient de naming, mais on est sur encore des petits budgets. Et voilà le début un peu de l'histoire et un peu l'histoire d'amour, parce qu'on se connaît peu, on décide quand même de se mettre en couple ensemble entre leur entité. Ils ont leurs habitudes avec l'équipe homme et nous, on a nos habitudes, notre attachement au territoire qui est très fort et qui est aussi un point faible, parce que eux, ils sont obligés de nous prendre avec notre historique et aussi de s'attacher à un territoire qui est à l'époque le Poitou-Charentes, alors que eux, ils ont aucun rapport, ils ont un rapport national avec le pays, mais pas avec un territoire régional. Voilà un peu comment c'est fait ces 6 mois de négo, et plus pour avoir une signature où là, on sent, nous, un grand soulagement d'enfin avoir un partenaire privé avec un nom connu et reconnu du cyclisme qui peut enfin nous faire grandir. Et comment t'as vécu le moment? Alors, du coup, c'est ta femme qui, j'imagine, a dû signer ou le contrat, je suppose, mais comment t'as vécu ce petit moment particulier où tu sais que c'est bon, c'est signé et que ton équipe, du coup, elle va passer un énorme palier? Alors déjà, alors c'est vraiment des anecdotes. J'apprends que ça va signer, mais je connais pas le montant, mais qu'ils vont nous aider. Je l'apprends. Alors ça doit être l'Euro de foot. Je vais voir un Espagne-République tchèque à Toulouse, parce que je suis un amoureux de tous les sports et j'adore aller voir les grandes compétitions. Et je me rappelle, je sors du match. Et là, j'apprends par l'équipe masculine en off que FDJ va nous aider. Je connais pas le montant, je connais pas la durée, mais je sais que ça va se faire. Donc là, on doit être, je dirais, début juillet ou fin juin. Et j'en sais pas plus que ça. Après, le jour où FDJ m'appelle pour me dire que c'est OK, je me rappelle que je suis en rendez-vous client, je vois FDJ sur mon téléphone portable, je me dépêche et malheureusement de bâcler un peu mon rendez-vous parce que voilà, j'essaye de faire les choses bien, mais je sais qu'il faut que je les rappelle parce que je sais que cet appel va découler. Et je me rappelle encore aller sur la terrasse de mon agence de l'époque, parce qu'à l'époque je suis directeur d'agence, et aller sur la terrasse pour prendre l'appel. Et là, il me dit allez, c'est OK, on y va. Et c'est vraiment ces moments-là où c'est des sensations où derrière, c'est une multitude d'appels, parce que j'appelle la FDJ, on se met d'accord. Et après, moi, je vais appeler tous mes proches au niveau de l'équipe, parce qu'on est dans le conseil d'administration de l'équipe, on est 10, et je les appelle un par un pour leur annoncer la bonne nouvelle et un peu le soulagement, parce qu'à cette époque-là, en 2016 et 2017, les autres équipes à l'étranger grandissent, et nous, on stagne. Clairement, on stagne, on commence à perdre des filles, les meilleures Françaises de chez nous partent pour aller dans des équipes étrangères, parce que pour faute de rémunération et de faute de structuration. Donc là, on commence à les perdre et on a peur. Et là, c'est un premier soulagement, clairement. Je rebascule cette fois-ci sur encore le monde entrepreneurial. Quelles sont les méthodes que toi, tu as appris au sein de l'entreprise ou même dans tes études, que tu utilises au sein de l'équipe? Parce que finalement, c'est vrai que tu as cette double casquette qui est intéressante parce que je pense que c'est peu commun, tout simplement, des gens de l'entreprise dans le milieu sportif. Donc toi, tu as la double casquette. Donc moi, ça m'intéresse de savoir justement en quoi elle peut t'aider à être un peu différent de tes collègues. Alors en fait, ouais, j'ai le côté entreprise et puis j'ai le côté d'appartenir à un grand groupe qui est très structuré. Dans les banques, on est très structuré sur la manière de préparer mes rendez-vous avec mes collaborateurs et les entretiens que je fais avec les sportifs ou mon staff. Je pense que je les appréhende de la même façon, sur la façon où j'écoute. Parce qu'un manager, OK, il est là pour impulser la stratégie de l'équipe, les valeurs de l'équipe. Mais quand on est quand on est dans les réunions collectives du début de saison ou au milieu de saison pour recadrer, quand faut recadrer. Mais c'est plus dans les entretiens individuels, soit avec les sportifs ou le staff, où j'utilise toutes les méthodes que j'ai apprises en école de management, sur l'écoute, sur le rebond, pour que chaque athlète aujourd'hui arrive à me dire vraiment tout ce qu'il a sur le cœur, ou le staff quand ça va pas sur des choses. J'utilise beaucoup les silences, la reformulation, et ça je l'ai appris, on va dire, dans mon métier. Et après c'est de l'organisation. L'organisation, ça va de toute tâche, sur le remboursement des frais, sur la méthode où je fais la compta de l'équipe, sur la méthode des achats, des choses comme ça, où je reproduis clairement ce que je fais avec mes agences.
Je veux dire, j'ai appris mon métier de banquier dans un groupe qui m'a donné quand même beaucoup de méthodes grâce à son historique, qui sont assez facilement duplicables, moi, dans ma petite PME de 23 salariés, on va dire maintenant. Donc, j'utilise vraiment toutes ces méthodes et ça va vraiment de l'entretien RH sur la politique d'achat ou de la gestion et la négo avec nos fournisseurs matériels, où là, ça reste une négo pure, comme j'ai avec mes clients ou avec nos donneurs d'ordre à la banque. Donc, j'utilise vraiment toutes ces choses-là. Et puis aussi avec le lien que j'ai avec les politiques. On a encore une partie de sponsoring en termes de collectivité, même si dans le budget aujourd'hui, ça représente que 15%. Les liens que j'ai avec les politiques sont quasi les mêmes au travers de l'équipe que j'ai en tant que directeur de groupe dans une banque. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces parallèles qui font qu'aujourd'hui, je suis vraiment différent. Je le sens des autres managers parce que je sais quand on en parle à tous les séminaires, je vois que c'est pas la même notion de l'argent et la même notion de contrepartie qu'on doit donner à nos clients. Et donc quand je parle de clients, nous c'est nos fournisseurs, c'est nos sponsors. Où j'essaie toujours de chercher moi un retour sur investissement le plus fort possible. Et que les autres, quand ils ont travaillé que dans le sport, ils n'ont peut-être pas cette ouverture d'esprit, même si la jeune génération change. Aujourd'hui, un sponsor, il peut pas donner plusieurs millions d'euros par passion. Il faut vraiment écrire une histoire et d'essayer de tendre à un retour sur investissement le plus plausible possible. Et après, ce qu'ils savent très bien faire, moi je m'inspire beaucoup de Marc Nadio, c'est toute l'émotion qu'il arrive à donner à nos sponsors, parce qu'on peut calculer que l'équipe elle est rentable, qu'elle a gagné de temps, qu'elle a fait tant d'heures de télé, tant d'articles. Ce qui fera basculer aujourd'hui un sponsor, il y a encore une grande part d'émotion. Outre les victoires, c'est l'émotion que l'équipe donne au quotidien et ce qu'elle transpire. Et ça, la FDJ, maintenant la groupe AMFDJ, le fait très très bien aujourd'hui. Et ça, c'est une inspiration aussi. Donc moi, je prends un peu de l'inspiration dans tout, aussi bien dans mon boulot, aussi bien dans des managers comme Marc ou des managers étrangers, et aussi bien dans d'autres sports collectifs. C'est vrai que j'adore quasi tous les sports et j'aime aller à la rencontre quand j'ai l'occasion de rencontrer d'autres managers de d'autres sports qui sont très inspirants aussi dans la façon de faire. Et le cyclisme a cette particularité de rester un peu dans son monde. Et c'est vraiment, moi, mon enjeu, je veux pas rester dans ce monde-là. Je veux vraiment m'ouvrir sur le monde entier. Et quelles difficultés inhérentes au cyclisme féminin tu rencontres que tu ne rencontrerais pas forcément ailleurs, dans une structure par exemple masculine? Est-ce qu'il y a des spécificités qui sont vraiment très, très liées au côté féminin? Tout simplement. C'est un sport en développement, donc c'est pas le côté homme ou femme, hein, vraiment la difficulté. C'est plus, on est dans un sport en développement, qui est des fois connu ou très peu connu, même si je vais être hyper objectif parce dans les 5 dernières années, tous les ans, on est sur des progressions à 2 chiffres dans tout, les gens nous reconnaissent, les gens ont envie, puis il y a un changement de mœurs aussi, clairement. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui sont contre le cyclisme féminin, et même les gens qui étaient contre il y a 10 ans deviennent aujourd'hui sensibles. Je dirais pas fan, hein, mais vraiment sensibles. Tu nous décris Marc Nadio, là. Non, mais il faudrait que je vienne plus avant. Et puis, on parle d'une époque, il y a 40 ans, c'était pas le même cyclisme féminin, c'était même pas la même place de la femme dans la société ou dans le couple. Donc, moi, j'ai pas connu cette période-là, mais je veux pas la juger, parce que on était dans un autre monde. Aujourd'hui, Marc, tout le monde peut le critiquer là-dessus, mais nous, depuis qu'on est en relation avec FDJ, il a toujours très ouvert, avec moi, mais aussi avec les filles. Il a toujours eu les bons mots, les bons conseils. Et puis, je sais qu'il regarde, parce que quand on est bon, il sait m'envoyer un mail ou un SMS pour me féliciter. Et quand on est moins bon, il sait aussi me chambrer avec la forme tout le temps. Et puis, j'ai aussi des autres directeurs sportifs qui sont hyper impliqués avec nous. Donc, il y a de moins en moins de difficultés. Et les difficultés qu'on a, ils sont pas liés vraiment au côté féminin, mais plus au sport en développement, avec le côté un peu plus précaire qu'il y a. Voilà. Mais je vois pas trop de difficultés propres clairement à la femme, et encore moins à l'étranger, parce que le regard des autres à l'étranger est très très ouvert. Dernière question sur cette partie. Ta plus grande joie depuis que tu gères l'équipe, qu'elle soit sportive ou même humaine? À la rigueur, même, je suis plus intéressé par l'humaine, ce qu'il y a derrière. J'ai du mal à différencier 2 moments. Le premier moment, clairement, c'est la victoire de Jade Viel au dernier championnat de France, où là, c'est dur j'essaie de rester le plus neutre possible dans la joie ou dans les émotions négatives quand on perd. Mais là, c'était pas possible. C'est un tout. La course qu'elles ont faite toutes, parce que d'ailleurs, quand Marie est partie, c'était un super travail collectif. Que ça soit conclu par Jade avec la manière qu'elle a mis. Et puis son audace, clairement, parce que c'était pas du tout les plans de nos 2 directeurs sportifs que j'ai revalidés derrière. Faut être honnête, elle devait mettre le feu.
mais pas mettre le feu jusqu'au bout comme ça, c'était pas prévisible. Et puis toutes les deux, elles ont fait une course parfaite. Victory Guillemant derrière qui ressort, qui prend la roue de Haute-Bionic, qui l'a fait perdre. C'est une tactique vraiment parfaite. Et là, l'émotion qu'on a ce soir-là, et puis on sent que le public est tout derrière nous, parce que il y a beaucoup de monde qui réagit à la télé, qui m'envoie des messages, et beaucoup de monde aussi sur le public. C'est une émotion où je me dis je pourrais travailler toutes les nuits pour la revivre, clairement. C'est une superbe émotion et j'espère que j'en vivrai d'autres avec une victoire dans un monument qui est vraiment maintenant la prochaine émotion sportive que j'ai envie de ressentir, c'est ça. Mais une autre émotion, c'est le jour où on signe FDJ officiellement, où j'ai le contrat dans les mains. Je suis à Orly. Oui, je suis à Orly, prêt à partir pour Rogaille pour les championnats du monde. On a la dernière réunion officielle de lancement du World Tour. J'ai des contacts avec notre futur leader Cécile Ludwig où je dois finaliser le contrat là-bas. Donc c'est beaucoup de pression parce qu'on est à la fois candidat au World Tour, on fait pas une très belle saison au classement ici, donc ça va être compliqué. Et je suis en égo perpétuel avec FDJ qui me dit pour signer, il faut être sûr qu'on soit au World Tour, pourquoi le faire et tout. Et on y va sur 4 ans, signer 4 ans pour un sponsor, c'est quand même beaucoup d'engagement. Et hormis le cycliste, je connais quand même peu de sponsors qui signent aussi long. Et quand je reçois le contrat officiel, même si je sens que c'est bien parti, je suis tout seul à Orly, vous savez, quand vous passez vos bagages et tout, et boum, là la pression redescend d'un coup. Ouais, cette émotion-là de soulagement, d'avoir réussi cette mission. Cette mission, c'est celle qui avait été décrite aux premières présentations de l'équipe en 2006 où Gatien Merlot à l'époque dit on aura réussi notre pari, notre projet le jour où 100% des femmes seront payées à plein temps et ça sera leur métier. Et boum, j'ai l'impression d'avoir réussi au travers de ce contrat et de cette augmentation de budget qui va nous donner la licence World Tour, d'avoir réussi le rêve que mon beau-père avait lancé en 2006, que je l'ai fini, on va dire, au 1er janvier 2020, donc il aura fallu 15 saisons. Mais c'est un aboutissement où quand c'est comme ça, tous vos nerfs lâchent complètement. Boum. Je me rappelle me poser et à la fois je suis pas capable de téléphoner ou d'envoyer un message pour dire merci, mais c'est une sensation qui est, on perd tous nos repères. Je suis à la fois heureux, soulagé et à la fois j'ai plus de force, comme si ça me vidait d'un coup parce que j'ai été au bout de ce qu'il fallait faire. Et voilà, j'arrive pas à différencier ces deux émotions, de ces deux moments forts, mais ça a été une année 2019 pour moi, très très riche en émotions. Alors, troisième partie, donc le quiz. Alors c'est un quiz en 4, je vais poser 4 questions. C'est sur les championnats de France féminins. Donc première question, en quelle année a obtenu son dernier titre en ligne de championne de France, Jeannie Longo? Je pense que j'étais présent. En plus, dans les années, est-ce que c'est Saint-Brieuc ou est-ce que c'est Semur-en-Auxois? Un titre de chemin. Ça peut être chrono en ligne. Je pense que c'est une des deux, mais je suis pas sûr. Je dirais une des deux. Les années, je dirais que c'est juste avant 2010, non, peut-être? Ouais, c'est ça, c'est 2008. Alors, 2008, donc c'est Semur-en-Auxois. Je dirais bien ça, mais j'hésite entre les deux, mais je la vois gagner les deux. Je me rappelle en amateur, c'est à Saint-Brieuc, c'est Arthur Vichot. Faudrait vérifier, je sais pas, de France 2008, mais voilà. Moi, je me rappelle de ces deux courses-là où je l'avais gagné, mais j'arrive pas dans ma tête à me dire laquelle était avant l'autre. C'est là où je me rappelle, je me dis, faut qu'on fasse quelque chose, c'est très bien ce qu'a fait, je critique pas la sportive, mais il faut qu'une nouvelle génération arrive parce que sinon le cyclisme féminin va mourir avec elle. Ah alors ça amène très très bien ma question que j'allais te poser derrière. C'était Jeannie Longo, est-ce qu'on peut considérer que c'est une bénédiction pour le cyclisme féminin français ou paradoxalement quelque part et c'est un peu exagéré, le mot est un peu exagéré, mais un boulet encombrant pour le cyclisme? Alors je dirais que sportivement non, parce que elle a apporté au cyclisme féminin cette reconnaissance avec son titre olympique, ses titres de championne du monde et tout. Plus ça allait dans le temps, plus ça a été compliqué à vendre, ou on va dire même maintenant, on parle de cyclisme féminin, je pense encore qu'un Français sur deux va parler de Jeannie Longo. Donc là, c'est devenu un peu plus un boulet. Est-ce que moi, c'est la fin qui est dommage. Après, elle a tout le temps le droit de faire du vélo, faire des compétitions et tout. Les affaires de dopage ont clairement sali notre sport. Et là, ça salit le cyclisme tout court. Et encore plus le cyclisme féminin qui est un sport fragile et en développement. Donc, elle a beaucoup apporté. Ce que je trouve dommage, c'est qu'elle a pas su transmettre du tout sa passion, sa rigueur, parce que même s'il y a eu des affaires de dopage, je veux croire encore que ça a été une cycliste qui a été
plus forte dans sa gestion de l'entraînement, dans la gestion de son professionnalisme pur. Et moi, je trouve que c'est gâché parce que maintenant, voilà, l'image que moi j'ai en tant que passionné du vélo, elle est pas là. Elle aurait dû être sélectionneuse de l'équipe de France et arrêter quand elle voulait, mais et de continuer comme elle l'a fait. Et puis elle a jamais aidé les jeunes. Hein. Moi, je le vis au travers de ma femme qui a déjà été en équipe de France avec elle, où c'était pas quelqu'un de sympa, c'était pas quelqu'un qui donnait envie de jeunes. C'était plutôt quelqu'un qui était très individualiste, où son entraîneur venait en plus pendant l'équipe de France alors qu'elle avait des passes droits, on va dire. Et quelqu'un de très égoïste là-dessus, qui voulait dormir à tel endroit, faire ça à tel endroit et tout. Donc c'est pas du tout ce qu'on attend d'une championne. Une championne aujourd'hui, c'est les performances, on va dire une idole qui doit donner envie aux petites filles de se projeter et donner envie de faire du sport et encore plus du vélo. Mais c'est pas ce côté individualiste. Au contraire, on a un sport qui est populaire, où on est proche du peuple. On l'a vu au dernier Tour de France que Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe entre autres ont fait. Et on avait le sentiment que les Français se sont reconnus dans ces deux champions. Et avec Gianni Longo, la fin, on l'a pas du tout ressenti comme ça. C'est ça qui est dommage. Voilà, c'était une grande championne, mais peut-être par égoïsme, mais parce que mal entourée aussi, elle a pas su, comment dire, transmettre. Deuxième question. Combien de titres de championne de France compte Pauline Ferrand-Prévot en ligne sur route? Je la vois, alors j'ai compté, elle gagne chez nous au Futuroscope. Je la vois gagner à Chantonnay. Je dirais que 2. C'est ça, exactement. C'est 2014 ça. et 2015. Je suis obligé de me rappeler ces 2 dates et après, non, parce que les autres, après, non, après, elle a soit participé ou soit été affaiblie pendant ce championnat. Bon, les 2 qu'elle a gagné, elle les a gagnés avec classe. Et moi, j'ai tendance à dire quand Pauline nous bat, c'est pas grave, c'est l'équipe féminin qui gagne, encore plus, parce que c'est la meilleure ambassadrice aujourd'hui qu'on ait en France. Quelqu'un qui peut être triple championne du monde en 3 disciplines de notre sport. C'est magnifique et même si c'est quand le départ est donné, pour nous, pour moi, c'est une concurrente. Derrière, la première que je m'autorise à dire si on perd, c'est moins grave, c'est elle. Parce qu'elle a tellement apporté, et elle apporte encore tellement à notre sport que je suis son plus grand fan, clairement. Et justement, tu l'évoquais, elle a beaucoup de casquettes, VTT, cyclocross, vélo en ligne, même si là, pour l'instant, elle fait une pause. Mais justement, cette diversification des activités, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable en moyen terme, peut-être long terme, pour ton équipe? Moi, c'est tout à fait envisageable. Alors, on le fait déjà. Hein. Vous allez voir sur 2002, on l'a fait longtemps. On le fait très bien, on va dire, piste et route. Où là, cette année, pour une année olympique comme l'année 2020, Marie Lenette et Clara Copponi sont prioritairement pistardes. Et la route est un complément pour être au top pour les JO de Tokyo. Donc, j'espère que dès la semaine prochaine, elles vont se qualifier pour la poursuite par équipe. Et que, voilà, c'est cette complémentarité qui va gagner. Et là, on travaille en relation très étroite avec Steven Henry, où les relations sont vraiment très très bonnes et on n'a qu'un seul but, et il est commun entre l'équipe de France et nous, c'est que Marie et Clara soient au top le jour J. Si ça passe par plus de routes, elles font plus de routes. Si nos directeurs sportifs et Steven disent, là, il faut qu'elle coupe à ce moment-là, on la fera couper. Mais vraiment, c'est à la carte. C'est une année à la carte. Et j'espère qu'on sera gagnant parce que derrière, elles vont faire de grandes performances sur piste au JO. Et puis, j'ai envie de dire, quand on est performant sur piste, derrière, on est très, très performant sur route. On voit là avec le cas Viviani ou un Benjamin Thomas, on va dire encore plus proche. Donc, moi, je suis vraiment favorable. On le fait très bien pour l'instant, route et piste. VTT, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais c'est vrai que moi, s'il y a une VTTiste qui voudrait cette double casquette, je pourrais le faire vraiment avec volontié. Il faudra le faire avec notre marchand de cycle, clairement. Mais si demain la Pierre, arrive à trouver, on va dire le bon profil, je suis hyper ouvert là-dessus. Et si le cross, pareil, demain, si Jade, Maël et Vita veulent refaire une saison complète de cross, ce sera à nous de nous adapter. Je suis hyper ouvert. Après, il faut que les entraîneurs puissent le faire. Et puis, qu'à mettre en stand-by la route sur une partie de la route, parce qu'elles ne pourront pas faire la saison entière. Et aujourd'hui, elles sont pas prêtes encore, clairement dans la tête. Mais si demain, je vois qu'elles ont besoin pour leur épanouissement personnel de repasser par le cyclocross, j'ouvrirai vraiment. Alors, avant-dernière question, qui fut la première championne de France sur route? Je suis incapable. Moi, j'ai l'impression que dans ma tête, le féminin, ça a commencé en 2006. 2006, 2007, 2008 un peu, mais avant, je ne sais pas, j'ai pas assez de mémoire ou j'ai pas assez de connaissances culturelles pour répondre à cette question.
Alors c'est Lucienne Benoît, une Nantaise, et c'était en 1953 sur un parcours qui faisait une quarantaine de kilomètres. Je n'ai pas noté le chiffre exact, mais du coup la question c'est où en est finalement le cyclisme féminin par rapport à son histoire assez récente. Tu m'as presque répondu à l'instant finalement. Il est vraiment dans la bonne vitesse. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le rôle du l'UCI aujourd'hui, l'UCI nous permet de nous donner les moyens d'y arriver et ils le font de façon intelligente et pour l'instant on est dans le bon rythme. Nous on a la chance d'être dans le bon rythme parce que je peux dire à cette époque-là il n'y avait pas de professionnels, mais qu'aujourd'hui moi je compte 13 professionnels. Je pense qu'il y a une quinzaine de cyclistes professionnels maintenant en France contre 3 ou 4 il y a 10 ans. Voilà. Et à cotise aussi. Ce ne sont pas que des contrats d'image ou des défraiements. À cotise vraiment et ce ne sont pas des emplois que militaires ou policiers ou d'éducation nationale. Il y a des vrais contrats avec des structures solides. Donc vraiment, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais attention, c'est très fragile. Donc il faut vraiment bosser dur. Et il faut, mon équipe, elle peut pas répondre à toute seule à ce développement. La Fédé fait un boulot incroyable depuis quelques années. On sent bien qu'ils ont envie d'aider le cyclisme féminin et depuis que Marie-Françoise Potreau en est la vice-présidente, il y a un vrai élan. Donc maintenant, voilà, faut que ça passe par la base avec de plus en plus de licenciés et leur donner envie de continuer, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arrêts chez les catégories jeunes. Et il faut d'autres structures comme nous. Alors, nous, parce que nous, on a besoin de rivalité aussi pour être meilleurs. Et l'arrivée d'Arkea fait du bien. Donc voilà, il faudra être assez tolérant peut-être sur leur début de saison, leur première saison. Et après, peut-être qu'ils vont briller d'entrée. Il faut leur laisser le temps. Et après Arkea, je pense qu'il y aura une autre équipe qui arrivera l'année d'après. Qu'elle soit 100% féminin, pas liée au féminin, ou qu'elle soit liée à une équipe comme nous, ou juste à un sponsor, peu importe, tous les modes sont bons et on le voit dans le World Tour qu'il n'y a pas de modèle, on va dire, de base, tout peut se faire. Mais on est sur un bon rythme où la professionnalisation est enfin là, les médias sont là. Maintenant, il n'y a plus qu'à être... on va dire, les femmes ont leur destin entre leurs mains, c'est qu'il faut qu'elles continuent à donner du spectacle et à rendre ce sport plus attrayant. Et c'est vrai que beaucoup de courses sont très très belles, n'ont rien à envier au cyclisme masculin. Et je vous dis, c'est quasiment deux sports complètement à part. Je vous dis, on peut avoir des gens qui veulent regarder que du cyclisme féminin ou comme moi qui regardent les deux courses et sans voir de différence. Peu importe le public qu'on va toucher, il faut juste qu'on donne envie à notre public, c'est tout. Et du coup, dernière question pour cette partie, qui est la plus jeune championne de France de l'histoire ? Pour moi, j'aurais dit Jade Biel. Je vois pas comment on peut pas être plus jeune qu'elle. Alors, ça peut être ex aequo avec quelqu'un qui avait le même âge, donc qui avait 19 ans. Non, mais je confirme. C'est bien Jade. Quel avenir tu lui vois aujourd'hui ? Un bel avenir, si elle reste sérieuse et qu'elle garde son tempérament agressif qui la caractérise. Comme on l'a dit, je sais plus, c'était après la course d'Oeil le Tour, elle a très bien dit au micro de la télé qu'elle était prête à signer un CDI avec nous. Moi, j'ai envie d'y croire sur une longue et belle histoire avec notre équipe. Et moi, clairement, j'espère que Jade va passer le même cap cette année que Evita Music a passé l'année d'avant, à savoir de briller et de commencer à suivre le peloton national, à commencer à rentrer dans les points, dans les top 30, 40, qu'elle soit un peu là dans le final et qu'elle craque que sur la fin et que l'année d'après, elle aille encore mieux. Moi, j'espère que Jade, ça sera la prochaine Française qui gagnera la Flèche Wallonne. Elle a clairement aujourd'hui des caractéristiques de puncheuse qui sont indéniables. Il faut continuer à les travailler. Il faut surtout pas qu'elle se dissipe et qu'elle reste concentrée sur sa progression. Mais je la vois avec un très bel avenir, avec une jeune femme qui va gagner de nombreuses courses et qui les gagnera pas, on va dire, de façon anodine. Chaque course qu'elle va gagner, Jade, j'ai l'impression qu'elle les marquera par l'émotion, clairement, parce qu'elle a quelque chose en plus. Elle sait un peu tout faire, elle va vite, elle grimpe bien, elle sait rouler quand il faut rouler aussi. Donc je la vois bien sur des courses un peu de puncheuse pure comme peut l'être sur l'arrivée d'une Flèche Wallonne ou une autre classique ardennaise briller. Et pourquoi pas l'Estrade Bianche dans les années à venir aussi. Ok, donc on prend date. Alors, dernière partie, 3 questions d'actu. Donc, première question, France Télévisions a donné le contenu de son programme télévisuel cycliste féminin. Il y aura donc l'Amstel, il y aura également la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, entre autres, qui seront diffusés sur France 4. Alors, la question que je pose derrière, c'est est-ce que ça va finalement assez vite ? Et qu'en est-il d'autres médias type Eurosport ou l'Équipe ?
Alors moi, je trouve que ça va assez vite parce que ce qui est important, c'est que chaque année, il y en a plus. Donc ça veut dire quand même qu'on est sur on est sur un sport qui se développe, qui est de plus en plus médiatique. France TV a ces courses-là. La chaîne équipe, peut-être là où je sens qu'ils ont envie, mais ils n'ont pas accès à toutes les courses qu'ils peuvent. Et voilà, c'est encore dire moyen, ils se cherchent. Donc les Strade Bianche sont tout le temps sur la chaîne d'équipe. On a quelques courses qui ont été sur la chaîne d'équipe, mais en différé. Alors c'est mieux que rien, clairement. Comme le Tour de Norvège, de mémoire, il y en a le Tour d'Angleterre aussi. Ça prend après Eurosport, si on prend Eurosport France et Eurosport Monde, il y a vraiment pas mal de courses qui ont été télévisées au niveau du cyclisme féminin. Donc l'UCI en plus l'oblige dans son cahier des charges des nouvelles manches du World Tour. Non, je suis pas trop inquiet. Vraiment, c'est cette diversité entre ces trois chaînes plus les chaînes internet, clairement, fait que on a quand même une très belle couverture. Alors c'est loin du cyclisme masculin, mais c'est beaucoup mieux que tous les autres sports féminins quasiment, qui rêveraient d'avoir déjà la couverture qu'on a. Donc voilà. Moi, je suis satisfait et je pense on est dans le bon rythme. Deuxième question, on a eu un triplé des Hollandaises sur les mondiaux de cyclocross avec le titre de Céline Del Carmen Alvarado, j'espère que je ne massacre pas son nom, à Durandorf. Est-ce que quelque part la domination des Néerlandaises dans les disciplines cyclistes, cyclocross ou même sur route, c'est pas paradoxalement un obstacle pour le cyclisme féminin, en tout cas en France? Non, je pense qu'il faut vraiment regarder ce qu'ils ont fait depuis des années. Il y a une politique sur le cyclisme féminin, mais sur le cyclisme tout court qui est vraiment très bonne et c'est à nous de nous inspirer. Donc voilà, la Fédération française de cyclisme a fait venir aux derniers états généraux l'ancien sélectionneur de Hollande pour qu'il nous explique un peu comment il avait fait, quelle culture il avait donné, quels moyens il avait mis. Non, pour moi, c'est comme ceux qui disent bah ouais, mais avec Van der Poel, c'est pas intéressant, il gagne tout. Bah c'est pas ça, c'est se dire comment on fait pour le battre. Et bah nous, on doit faire la même chose. Au contraire, ce sont des sources d'inspiration. Mais ça reste humain, donc on doit déjouer ces pronostics-là, et eux, ils sont dans un cercle vertueux. C'est une victoire comme une victoire, c'est une idole qui entraîne une autre idole. Et ben nous, il faut qu'on arrive à creuser. Et c'est vrai que, hormis Pauline Ferrand-Prévot, clairement, les idoles sont pas assez nombreuses. La France est 14e au classement mondial féminin. C'est triste, ça fait plus qu'une place, ça veut dire au JO. Donc on doit s'inspirer des Hollandaises pour les faire tomber. Clairement, quand je dis les faire tomber de leur place de numéro 1, pas les faire tomber en course, hein. Mais c'est juste, on doit pas être jaloux, on doit pas critiquer, on doit se dire ils ont bossé plus que nous, ils ont été plus malins sur la performance, à nous de bosser pour demain avoir un coup d'avance sur elles. Et dernière question, la FDJ Nouvelle-Aquitaine a été prolongée jusqu'en 2023, ça on en a parlé du coup auparavant. Et est-ce que toi tu as en tête, tu te projettes même au-delà, quelles sont pour toi les prochaines étapes du développement de l'équipe? J'allais dire, finalement, tu viens de le dire en plus tout à l'heure, c'est intéressant, tu as terminé le cycle qui a été annoncé en 2006. Quel est le nouveau cycle que tu veux lancer? En fait, je m'étais dit, le jour où tout sera pro, peut-être que j'aurais ma plus-value, moi, personnelle, elle serait limitée. Aujourd'hui, en signant 4 ans FDJ, je m'engage personnellement. Donc déjà, c'est-à-dire que pendant 4 ans, je peux pas clairement me faire remplacer ou de dire, j'abandonne. C'est interdit. Et puis, c'est pas dans ma nature. Le prochain objectif, faut être clair. On a brillé sur des courses. On est maintenant pro à 100%. On a une belle structure. On va construire un très beau service course, je pense, unique quasiment en France. Mais on n'a jamais gagné une grande course au niveau mondial. Donc déjà, ma mission ne finira jamais sur ça. On doit être capable de gagner un grand monument. On a recruté pour ça. Et j'espère que la première pierre qu'on a posée avec le recrutement d'une coureuse comme Cécilie Ludwig, c'est-à-dire construire un collectif et donner envie à ce que nos Français sont très jeunes, à ce que demain notre leader devienne une Française comme Marc l'a fait avec Thibaut Pinot et Arnaud Demar. C'est-à-dire qu'au début, il y a des leaders étrangers qui ont donné de la culture, qui ont renforcé l'équipe pour être au niveau mondial, parce que c'était pas suffisant avec les Français. Et les Français ont progressé au contact des étrangers, ont culturellement changé, et après sont devenus les leaders mondiaux qui sont aujourd'hui. Mon objectif, c'est ça, c'est de reproduire un peu ce que Marc il a fait avec nos jeunes Françaises pour demain gagner un grand monument. Alors si vous pouvez gagner dès cette année, ça serait le top. Et on a beaucoup d'ambition sur le mois de mars et le mois d'avril. Donc voilà, ma mission aujourd'hui, maintenant, ça va être de faire de cette équipe qui est une équipe formatrice, qui est une équipe solide, qui est une équipe stable, qui structurellement commence à être forte, qui a un équilibre financier, des partenaires fidèles. Comment on fait pour gagner une grande course? Et là, ça passe par des résultats le plus vite possible, mais on se donne vraiment les moyens cet hiver pour y arriver. Eh bien, écoute, on guettera les futurs résultats pour voir comment ça se passe.
Donc, on arrive au terme de ce podcast. Ça fait un peu plus d'une heure. Donc, tout simplement, je te remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et une bonne saison 2020. Merci Bertrand, et encore merci de permettre au cyclisme féminin d'être à la hauteur qu'elle le mérite et de s'y intéresser, parce qu'on a plein de belles histoires à écrire avec les médias.